La pauvre mariée a été abandonnée le jour le plus important de sa vie, et par vengeance, elle a épousé un homme sans abri, sans imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Le ciel au-dessus du château de Saint-Romain, près de Lyon, était d'un bleu irréprochable, sans nuages, comme s'il avait été peint pour accompagner le plus beau jour de la vie d'Émilie. Les roses blanches décorèrent les arcades du jardin, les violons résonnèrent doucement sous le murmure des invités bien habillés, et tout semblait figé dans une attente solennelle. Émilie, vêtue d'une robe ivoire délicatement brodée, rayonnait. Son sourire illuminait le décor comme un soleil discret, fier mais calme, comme si rien ne pouvait troubler ce moment sacré. Âgée de 32 ans, architecte reconnue pour ses projets innovants, Émilie avait tout planifié avec soin. Chaque détail de cette cérémonie dans ce château du XIXe siècle avait été pensé des mois à l'avance. Et surtout, elle allait épouser Romain, l'homme qu'elle aimait depuis 7 ans. Romain, avec ses yeux clairs et son humour réconfortant, avait su transformer les blessures du passé en souvenirs lointains. C'était lui, l'évidence, le roc sur lequel elle avait bâti tous ses espoirs. Les invités avaient tous pris place. Le prêtre attendait à l'autel improvisé dans le jardin fleuri. La musique s'était tue, laissant place à un silence d'anticipation. Émilie, tenant le bras de son père, s'avançait lentement dans l'allée bordée de lavande, le cœur battant à tout rompre, le regard fixé sur l'endroit où aurait dû se tenir Romain. Mais il n'y avait personne. Une chaise vide, une absence qui, soudain, devenait douloureusement réelle. Le père d'Émilie s'arrêta, interloqué. Des murmures s'élevèrent parmi les invités. Le prêtre regarda sa montre. 1 minute, puis 2, puis 10. Aucun message, aucun signe. Et toujours cette place vide à l'autel comme une gifle silencieuse. C'est alors qu'une jeune femme de l'équipe d'organisation s'approcha d'Émilie, tenant quelque chose dans la main. Elle chuchota quelques mots que personne n'entendit. Émilie, tremblante, prit l'enveloppe blanche que la femme lui tendait. Elle l'ouvrit lentement, ses doigts crispés, son souffle suspendu. Le papier à l'intérieur n'était pas froissé. Il était soigneusement plié, presque cérémonieux. Il ne contenait que 4 mots, écrits d'une main qu'elle connaissait si bien. « Désolé, je ne peux plus ». Pas d'explication, pas d'appel, pas de message vocal ou de regard d'adieu. Juste cette phrase, simple et définitive, qui brisait sans un bruit toute la structure qu'elle avait mise des années à bâtir. Le monde bascula. Ses jambes refusèrent de la porter plus longtemps. Son père la soutint sans dire un mot. Une vague de panique, de honte et de chagrin déferla dans le jardin. Les invités restèrent figés, ne sachant que faire. Certains regardèrent leurs pieds, d'autres échangèrent des regards gênés. Mais Émilie, elle, ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne dit rien. Elle tourna simplement les talons et s'en alla, sa robe effleurant les gravillons comme un fantôme en fuite. Elle ne revint pas dans la salle. Elle ne répondit à personne. Elle disparut dans sa voiture, qu'elle conduisit elle-même, malgré les appels incessants de sa famille et de ses amis. Elle conduisit sans but, sans destination, jusqu'à ce que la nuit tombe sur Lyon. Les rues, vides et calmes, lui offrirent enfin un peu de répit. Le monde, à cette heure, semblait ignorer ce qu'elle venait de vivre. Elle erra dans le vieux Lyon, passant devant les vitrines fermées, les lampadaires diffusant une lumière dorée qui ne réchauffait rien. Elle finit par s'asseoir sur un banc près de la place Bellecour, les talons à la main, les pieds nus sur le pavé froid. Elle regardait les passants, les taxis, les ombres. Rien n'avait de sens, rien n'était logique. L'humiliation, la trahison, la solitude, tout se mélangeait en un tourbillon étouffant. C'est à ce moment-là qu'elle le vit, assis contre un mur, les jambes étendues, la tête penchée en avant. Un homme semblait dormir. Il portait des vêtements sales, une veste élimée, des chaussures trouées. Ses cheveux étaient en bataille, son visage marqué par la fatigue ou par la vie. Il ne bougeait pas, ne demandait rien, ne tendait pas la main. Il était juste là, immobile, comme un vestige oublié. Quelque chose au fond d'elle bascula de nouveau. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais une fureur sourde, une envie soudaine de dire ou de faire quelque chose d'insensé. Peut-être pour se sentir vivante, peut-être pour se punir, ou simplement pour échapper à l'inacceptable. Et alors que l'homme ouvrait lentement les yeux, croisant son regard pour la première fois, Émilie fit quelque chose d'inimaginable. Il n'y avait ni logique, ni prudence dans ce qu'elle venait de dire. Les mots étaient sortis seuls, avant même qu'elle n'ait le temps d'y réfléchir. « Tu veux te marier avec moi maintenant ?» avait-elle lancé, les yeux fixés sur l'homme au sol.
Une phrase aussi absurde qu'imprévisible, prononcée d'une voix calme, presque détachée, comme si cela allait de soi. L'homme, encore à moitié engourdi, releva la tête lentement. Ses yeux, d'un bleu troublant malgré la saleté qui les cerclait, la fixèrent sans ciller. Il n'avait pas l'air choqué, ni même amusé, seulement intrigué. Il plissa les yeux, l'étudia une seconde, puis sourit un sourire fatigué mais sincère. « Vous êtes sérieuse ?» murmura-t-il. Émilie n'avait pas réfléchi à une réponse. Elle hocha simplement la tête, son regard vide. Ce n'était pas de la folie, pas encore. C'était un vertige. Elle voulait écraser le souvenir de Romain, effacer les regards de pitié, détruire le conte de fées qui venait de lui exploser au visage. Elle voulait quelque chose de plus absurde encore que l'abandon à l'hôtel, quelque chose qui ferait taire la douleur. L'homme se leva lentement, comme s'il redoutait qu'elle change d'avis. Il était plus grand qu'elle, malgré sa posture voûtée. Il s'épousseta machinalement, tenta d'aplatir ses cheveux en désordre, puis tendit la main. « Julien », dit-il. Elle la serra. « Émilie ». Ils n'échangèrent rien de plus, pas d'explication, pas de raison, juste un accord tacite entre deux âmes fracassées dans la nuit lyonnaise. Ensemble, ils marchèrent en silence vers un bureau d'état civil, ouvert 24 heures sur 24 pour les urgences administratives. Le lieu était modeste, impersonnel, à l'opposé du château romantique où elle aurait dû dire oui. Un employé aux paupières lourdes les regarda avec étonnement mais sans poser de questions. Ils remplirent les papiers. Julien déclara ne pas avoir de pièce d'identité, mais récita de mémoire un numéro de sécurité sociale et une adresse à Marseille. Le système sembla valider les données. Il ne fallut pas plus de 30 minutes pour que deux inconnus deviennent mari et femme. Pas d'alliance, pas de témoin, pas de sourire complice. Juste une signature et un tampon. Émilie avait gardé sa robe. Julien portait encore sa veste usée. Le contraste était presque comique, mais personne ne rit. Ils quittèrent le bâtiment comme deux fugitifs anonymes. Julien proposa un café, mais Émilie refusa. Elle voulait juste dormir. Il lui demanda où elle vivait. Elle répondit qu'elle n'en savait plus rien. Alors, ils prirent une chambre dans un hôtel miteux près de la gare, payé en liquide par Julien, sans qu'elle comprenne comment il avait de l'argent. La chambre sentait le renfermer. Les draps étaient rêches, la lumière blafarde. Émilie se coucha sans se déshabiller, les paupières brûlantes. Elle s'endormit sans un mot, le dos tourné à cet homme qui, quelques heures plus tôt, n'existait pas pour elle. Et pourtant, il était là, respirant doucement dans l'obscurité, comme un fantôme invité dans un conte qui avait déraillé. Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les rideaux épais. Émilie ouvrit les yeux lentement, la bouche sèche, le cœur engourdi. Pendant quelques secondes, elle crut avoir rêvé. Mais non. Julien était là, assis sur une chaise, les bras croisés, regardant par la fenêtre. Il s'était lavé. Il portait une chemise propre. Pas à lui, visiblement, mais repassée. Il tourna la tête vers elle. « Bonjour, madame », dit-il avec un sourire léger. Émilie se redressa brusquement, prise d'un vertige soudain. Tout était réel. Le mariage, la nuit, lui. Elle s'habilla en silence. Julien, calme, ne posait aucune question. Il semblait attendre, observer. Comme s'il savait déjà que quelque chose en elle allait changer. Sur le chemin du retour, Émilie décida de lui poser des questions simples. Qui il était vraiment? D'où venait-il? Pourquoi vivait-il dans la rue? Mais à chaque question, Julien répondait avec habileté, esquivant les détails. Il n'inventait pas, il évitait. Il disait qu'il avait tout quitté, qu'il avait eu une vie différente, qu'il préférait le silence au mensonge. Cela aurait dû suffire à Émilie pour fuir. Mais au lieu de cela, elle resta. Elle l'observa. Elle tenta de comprendre. Julien n'avait rien d'un marginal. Ses gestes étaient précis, son vocabulaire, recherché, ses remarques, pertinentes. Il parlait comme quelqu'un qui avait fréquenté les cercles cultivés, pas les trottoirs. Quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas seulement un inconnu, c'était un mystère. Et Émilie, malgré tout ce qu'elle aurait dû fuir, commença à vouloir savoir pourquoi. Le soleil de l'après-midi caressait les toits de Lyon, tandis qu'Émilie et Julien marchaient sans direction précise, leur étrange silence ponctué seulement par les bruits de la ville. Émilie, malgré son état de choc, ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à son étrange mari. Il ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'était faite d'un homme sans domicile. Pas de regard fuyant, pas de geste nerveux.
Julien semblait être dans son élément, même vêtu d'un manteau trop large et déchiré aux coutures. Ils s'arrêtèrent dans un petit square presque désert. Émilie s'assit sur un banc, enleva ses escarpins qu'elle portait encore depuis la veille et laissa échapper un soupir. Julien, debout, l'observait sans dire un mot. Elle releva les yeux vers lui. Quelque chose dans son regard la dérangeait. Pas de pitié, pas de curiosité, seulement une forme de lucidité tranquille, presque déconcertante. « Tu n'as pas posé de questions, dit-elle soudain. « Et toi non plus, répondit-il simplement. Cette absence de jugement la déstabilisait autant qu'elle la soulageait. Émilie n'en pouvait plus des regards lourds de compassion, des silences gênés de ceux qui savaient ce qui s'était passé au château. Julien, lui, agissait comme si rien n'était arrivé, comme si le mariage improvisé n'était qu'une formalité, un détail dans une histoire bien plus complexe. Ils finirent par retourner à l'hôtel, à nouveau en silence. Émilie se jeta sur le lit sans réfléchir. Julien, lui, sortit pour quelques heures sans expliquer où il allait. Lorsqu'il revint, il portait un sac en toile contenant des vêtements propres, pas flambant neufs mais bien choisis. Il les posa sur une chaise et s'assit, regardant Émilie comme si elle était un tableau fragile. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» demanda-t-il enfin. Elle hésita, cherchant une réponse honnête. « Parce que tu ne faisais pas partie de mon monde, » dit-elle. « Parce que tu ne pouvais pas me décevoir comme Romain. » Julien acquiesça lentement. C'est une raison comme une autre. Le soir venu, ils allèrent dîner dans un petit restaurant anonyme. Julien se tenait bien, utilisait les couverts avec précision, parlait avec une courtoisie presque ancienne. Il savait comment commander un vin, comment complimenter un plat. Ce n'était pas un comportement qu'on acquérait dans la rue. Intriguée, Émilie prit une décision. Le lendemain, alors qu'il disait devoir sortir tôt pour une raison vague, elle le suivit à distance. Julien descendit vers les quais du Rhône, puis prit un taxi. Elle monta dans un autre, gardant ses distances. Il descendit devant un grand hôtel de luxe, dont le nom résonnait avec distinction dans tout Lyon. Elle le vit traverser le hall comme un habitué, salué par un portier qui s'inclina légèrement. Curieuse, Émilie entra discrètement et se glissa dans le lobby. Julien parlait avec un homme en costume, visiblement le gérant. L'homme l'appela « Monsieur Laurent », avec une déférence qui ne laissait aucun doute. Julien, dans un costume impeccable qu'elle ne lui connaissait pas, semblait totalement à sa place. Quand il sortit, il redevint aussitôt celui qu'elle connaissait. Démarche un peu lente, vêtements simples, visage neutre. Il ne l'avait pas vu. Émilie, troublée, retourna à l'hôtel avant lui, le cœur battant. Lorsqu'il rentra, elle l'attendait, assise sur le lit. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, la voix calme. Julien s'arrêta sur le seuil, puis entra lentement. Il s'assit sur la chaise face à elle. « Je m'appelle Julien Laurent. Et oui, je ne vis pas dans la rue. Je n'ai jamais prétendu ça. » Émilie fronça les sourcils. « Tu n'as rien nié non plus. » Il sourit légèrement. « Tu ne m'as pas demandé. » Elle se leva, énervée. « Pourquoi faire semblant ?» Julien baissa les yeux. « Parce que j'avais besoin de disparaître. Et parce que dans ton regard, pour une fois, je n'étais pas une cible. » Émilie croisa les bras. « Une cible de quoi ?» Il se leva à son tour. « C'est une longue histoire, et je ne suis pas sûr que tu veuilles l'entendre maintenant. » Elle le fixa sans ciller. « Et c'est moi. » Julien inspira profondément. « Faisons un marché. 30 jours. Reste avec moi pendant 30 jours. Après ça, si tu veux, on efface tout. Le mariage, cette histoire, je te donnerai les papiers. » Émilie hésita. Une partie d'elle voulait fuir, une autre voulait comprendre, et au fond, elle savait qu'elle ne retournerait pas à sa vie d'avant de toute façon. « D'accord, » dit-elle. Julien lui tendit la main. Elle la serra. « Très bien, » dit-il. « Demain soir, je t'emmène dîner, mais pas ici, à Paris. » Le train quittait la gare de Lyon sous un ciel chargé, filant vers Paris à grande vitesse. Émilie, assise près de la fenêtre, observait son reflet mêlé au paysage flou. Julien, de l'autre côté, lisait un journal économique avec une attention studieuse. Il avait troqué ses vêtements usés contre une veste sobre, une chemise claire et des chaussures discrètes mais manifestement coûteuses. À ses côtés, il ne ressemblait plus au vagabond de la nuit dernière. Il était un autre homme. À leur arrivée à la gare de Lyon, un chauffeur les attendait. Julien n'eut pas à donner son nom. L'homme s'inclina et ouvrit la portière avec respect. La voiture les mena à travers les rues animées de Paris, jusqu'à un quartier où les façades haussmanniennes se dressaient comme des preuves de stabilité et d'élégance.
Ils descendirent devant un restaurant dont le nom seul évoquait la haute gastronomie. À l'intérieur, la lumière était tamisée, les tables espacées, les conversations murmurées. Un maître d'hôtel les accueillit en reconnaissant Julien d'un simple « Monsieur Laurent, votre table est prête ». Aucun regard surpris, aucun mot de trop. Émilie suivit, stupéfaite par l'aisance avec laquelle Julien se déplaçait dans cet univers feutré. Durant le dîner, il échangea des saluts avec plusieurs convives, un député, un banquier, un ancien ministre. Tous semblaient le connaître, ou du moins le respecter. Émilie, qui tentait de rester impassible, sentait pourtant le sol se dérober sous ses pieds. Rien de ce qu'elle croyait savoir n'était vrai. Julien parlait peu, mais quand il le faisait, chaque mot était pesé, chaque phrase contenait une information subtile. Il commentait les tendances des marchés technologiques, citait des études, évoquait des stratégies d'investissement, comme s'il les avait conçues lui-même. Et pourtant, jamais il ne prononça un mot sur sa propre entreprise. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante, lorsque le dessert fut servi. Julien posa sa cuillère avec soin. Un homme qui essaie de survivre à ses choix. Elle n'insista pas. Elle savait qu'il ne dirait rien de plus, pas ce soir. Et pourtant, elle sentait que la vérité était là, tout près, suspendue entre les chandeliers et les nappes immaculées. Alors qu'ils quittèrent le restaurant, Julien reçut un appel. Il regarda l'écran, s'excusa, puis s'éloigna. Émilie, seule un instant sur le trottoir, sentit son téléphone vibrer. Un numéro qu'elle connaissait mais qu'elle ne pensait plus jamais revoir. Romain. Elle hésita une seconde avant de répondre. « Émilie » dit la voix à l'autre bout. Elle était essoufflée, nerveuse. « Écoute-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé, je t'expliquerai tout, mais tu dois te méfier de Julien. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Émilie, glacée, recula d'un pas. « Tu as disparu le jour de notre mariage. Et maintenant tu reviens pour me dire de me méfier. Ce n'est pas ce que tu crois. Ils m'ont menacé. Ils savaient que si j'étais là, Julien ne se montrerait pas. Il a des ennemis, Émilie, des gens dangereux. Qui ça, Romain? Et pourquoi toi? » Un silence. « Parce que j'ai travaillé avec lui. Il ne te l'a pas dit, hein? Il a voulu m'éloigner. Il t'utilise. » La ligne grésilla, puis plus rien. L'appel était coupé. Julien revint, le visage fermé. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mentant par réflexe. « Oui, rien d'important. » Ils prirent un taxi jusqu'à un hôtel discret, près de l'opéra. La chambre était sobre, luxueuse, sans ostentation. Julien prit une douche, puis s'installa près de la fenêtre, regardant la ville s'endormir. Émilie, elle, restait allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond. Son esprit tournait. Romain mentait-il? Ou disait-il enfin la vérité? Et si Julien jouait un rôle depuis le début, si elle n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste qu'elle ne pouvait l'imaginer? Au matin, elle se réveilla tôt. Julien dormait encore. Elle se leva doucement, enfila ses vêtements et descendit dans le hall. Sans réfléchir, elle demanda au réceptionniste s'il pouvait lui confirmer le nom utilisé par Julien pour la réservation. « Bien sûr, madame, » dit-il. « Monsieur Laurent, comme d'habitude. » Elle remercia, le cœur battant. Tout coïncidait avec ce qu'avait dit Romain. Et pourtant, pourquoi Julien ne fuyait-il pas? Pourquoi lui avait-il proposé ce marché de 30 jours? Émilie savait que la seule manière de comprendre était d'attendre et d'observer. Mais plus les jours passaient, plus elle avait le sentiment que la vérité, quand elle éclaterait, serait bien plus dévastatrice que ce qu'elle pouvait imaginer. Les jours suivants se déroulèrent comme un théâtre silencieux, chaque geste de Julien étant observé, analysé, décortiqué par Émilie. Il restait calme, poli, discret, comme s'il savait être épié, mais n'en avait cure. Il sortait souvent à des heures irrégulières, sans préciser sa destination, emportant toujours le même petit carnet noir qu'il gardait près de lui, même pour dormir. Émilie, elle, faisait semblant de s'accommoder de la situation, mais son esprit bouillonnait. Elle devait savoir. Un matin, alors qu'il disait aller régler un détail bancaire, Émilie décida de le suivre. Elle quitta l'hôtel quelques minutes après lui, appelant un taxi qui se glissa à distance raisonnable derrière celui de Julien. La voiture traversa plusieurs arrondissements jusqu'à un quartier calme, aux rues arborées, où se dressait un imposant hôtel 5 étoiles, le Marceau. Émilie descendit avant lui et se posta de l'autre côté de la rue, dissimulée derrière une terrasse fermée. Julien entra seul, sans valise,
salué comme un habitué par un portier ganté. Quelques instants plus tard, il fut accueilli dans le hall par un homme en costume sombre, au sourire rigide, qui lui serra la main. Émilie ne pouvait entendre leur conversation, mais elle vit clairement le mot prononcé par l'homme, « Monsieur Laurent ». Ils traversèrent le hall et disparurent dans un salon privé. Émilie attendit patiemment. Au bout d'environ une demi-heure, Julien réapparut seul. Mais ce n'était plus le Julien qu'elle connaissait. Il portait un costume ajusté gris clair, marchait avec assurance et parlait brièvement à un membre du personnel, comme un homme habitué à commander. Mais ce qui frappa Émilie le plus fut son regard. Droit, tranchant, clair. Ce n'était pas un homme perdu, ni un marginal. C'était quelqu'un qui avait l'habitude du pouvoir. Julien sortit, traversa la rue et prit un taxi. Émilie, toujours dissimulée, le laissa partir. Elle entra alors dans l'hôtel, le cœur battant. Le réceptionniste la salua poliment. Elle improvisa une excuse. Elle croyait avoir vu un ami entrer, un certain monsieur Laurent. Le réceptionniste confirma avec le même ton neutre « Monsieur Julien Laurent est l'un de nos clients réguliers. Souhaitez-vous que je lui transmette un message ?» Émilie déclina et sortit précipitamment. De retour à l'hôtel, elle attendit Julien dans la chambre. Il arriva peu avant le dîner en tenue décontractée, comme s'il avait passé la journée à errer dans un parc. Émilie n'en pouvait plus. Elle se leva, droite, le fixa. « Tu es allé au Marceau », dit-elle d'un ton neutre. Julien s'arrêta net. Il ne nia pas. « Je t'ai suivi, je t'ai vu dans ce costume, et je t'ai entendu être appelé Monsieur Laurent. » Julien s'assit calmement. Il prit quelques secondes avant de répondre. « C'est vrai. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Tu vis une double vie ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Non, je suis Julien Laurent. Mais ce nom, ce rôle, cette vie, je ne veux plus y être enfermé. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Il baissa les yeux, comme s'il cherchait les mots justes. « Parce que j'ai perdu des choses précieuses à force de jouer ce rôle, et parce qu'on m'a trahi. Je ne pouvais plus faire confiance à personne. Alors j'ai tout quitté. Le monde des affaires, les faux sourires, les contrats toxiques. J'ai voulu disparaître. Et dans la rue, personne ne posait de questions. » Émilie, désorientée, s'assit à son tour. « Mais pourquoi rester flou avec moi ?» Julien laissa échapper un soupir. « Parce que tu es la première personne depuis des années à m'avoir regardé, sans savoir qui j'étais. Tu m'as tendu la main sans rien attendre, et tu n'as pas eu peur. » Il se leva, alla chercher le carnet noir dans sa valise, le posa devant elle. « Ce sont mes notes, mes souvenirs, mes erreurs. Tu peux les lire si tu veux. » Émilie ouvrit le carnet. À l'intérieur, des pages griffonnées de dates, de noms de sociétés, de phrases codées. Des allusions à des projets, à des conflits, à des décisions qui semblaient lourdes de conséquences. Rien de très clair, mais suffisamment pour comprendre qu'il avait dirigé, influencé, peut-être même dominé, un secteur entier. Julien s'approcha, s'accroupit devant elle. « Je te propose une chose, 30 jours. Tu restes avec moi, tu observes. Tu me poses toutes les questions que tu veux. Si au bout de ce temps tu penses que je suis un menteur, un manipulateur, on fait annuler le mariage. Et je disparais de ta vie. » Émilie le fixa longuement. Elle cherchait encore à comprendre pourquoi elle ne fuyait pas déjà. Peut-être parce qu'au fond, elle voulait croire. Peut-être parce qu'il y avait en lui une détresse plus grande que la sienne. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, 30 jours, mais à une condition. » Julien haussa un sourcil. « Laquelle ? Que tu ne me caches plus rien. » Il se releva. « Alors demain soir, je t'emmène dîner quelque part où tu comprendras vraiment qui je suis. » Le lendemain, Paris se réveillait lentement sous un ciel gris perle, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Émilie passa la journée dans un étrange état de flottement, oscillant entre nervosité et anticipation. Julien, lui, restait d'un calme parfait, esquivant les silences lourds par des attentions discrètes. Un café préparé, un mot posé sur le miroir. « Ce soir, tu sauras. » À 19h, il réapparut dans la chambre, vêtu d'un costume bleu nuit impeccable, sans arrogance, mais avec cette élégance maîtrisée d'un homme qui sait l'effet qu'il produit. Émilie, dans une robe sobre noire, ne dit rien. Il lui tendit le bras. Prête, la voiture les emmena à travers Paris, longeant les quais illuminés, jusqu'à un immeuble ancien dans le 8e arrondissement. Une porte cochère, un ascenseur étroit, puis un étage entier transformé en restaurant privé. À l'intérieur, pas plus de 10 tables. Le murmure des conversations, les verres en cristal, les nappes d'un blanc irréprochable.
Une ambiance feutrée, confidentielle, presque conspiratrice. Julien fut accueilli par le maître des lieux comme un ami de longue date. Plusieurs convives se tournèrent vers lui, le saluant discrètement. Émilie reconnut un visage aperçu aux informations, un haut dirigeant d'un groupe bancaire, puis un autre, célèbre avocat d'affaires. Chaque regard porté sur Julien était empreint de respect, presque de crainte. Ils prirent place à une table au fond de la salle. Le sommelier apporta un vin d'exception sans même présenter la carte. Julien leva son verre. « À la vérité !» Émilie but une gorgée, le cœur battant. « Tu es le fondateur d'une entreprise technologique. Laquelle ?» Il sourit, presque amusé. « Je suis l'un des cofondateurs de Valisis. » Le nom résonna comme une détonation dans l'esprit d'Émilie. Valisis, l'une des startups françaises les plus en vue dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence prédictive, valorisation estimée à plusieurs milliards d'euros, fondée par un mystérieux trio resté longtemps anonyme. « Pourquoi personne ne sait que tu es marié ?» demanda-t-elle. Julien baissa légèrement la voix. « Parce que dans ce monde, les sentiments sont des failles, et que tu es devenue la mienne sans que je m'en aperçoive. » Émilie fronça les sourcils. « Tu avais prévu de te faire passer pour un homme sans abri, pour fuir. » « Pas exactement. J'ai disparu. J'ai abandonné le poste, les responsabilités. Je ne voulais plus faire partie de ce jeu. Mais les choses sont plus complexes. » Elle se pencha. « Dis-moi. » Julien la regarda longuement. « On m'a trahi, mes associés, certains investisseurs. Ils ont voulu prendre le contrôle de Valisis. J'ai refusé de signer un partenariat avec un groupe étranger douteux. On a commencé à me menacer. Ma réputation, ma vie privée, tout devenait une arme contre moi. Et tu as tout quitté ? Oui, j'ai fait croire que je sombrais. Ça a fonctionné, mais à un prix. » Un serveur s'approcha. Julien posa sa main sur la sienne. « On en parlera ailleurs. » Ils quittèrent le restaurant 1 heure plus tard. Dans la voiture, Émilie gardait le silence. Trop d'informations, trop de zones d'ombre encore. Mais une chose était sûre, Julien n'était pas un homme perdu. C'était un homme traqué. De retour à l'hôtel, ils montèrent sans échanger un mot. Arrivé dans la chambre, Julien ôta sa veste, s'installa au bord du lit. « Tu veux savoir pourquoi j'ai accepté de t'épouser ce soir-là » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Parce que j'ai vu dans ton regard ce que je n'avais plus vu depuis longtemps. L'abandon, pas la faiblesse, la rupture. Comme si tu venais de traverser quelque chose d'irréparable. Et à cet instant, je me suis dit que peut-être tu pourrais comprendre ce que je vivais. » Émilie sentit ses yeux brûler. Elle détourna le regard. « Tu as peur ?» demanda-t-il. « Pas de toi, » répondit-elle. Le téléphone de Julien vibra. Il lut le message, se leva immédiatement. « Un problème ? Je dois sortir. Reste ici. » Il quitta la chambre sans un mot de plus. Émilie resta seule quelques minutes, puis entendit son propre téléphone sonner. Numéro inconnu. Elle décrocha. « Émilie, c'était Romain. » Son souffle s'accéléra. « Romain ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis suivi, mais écoute-moi bien. Julien ne t'a pas tout dit, et tu es en danger. » La voiture la ramena cette fois à un quartier résidentiel chic, dans un élégant hôtel particulier discret. Ils montèrent par un escalier de marbre sombre jusqu'à une grande pièce aux murs ornés de tableaux modernes et d'ouvrages rares sur la technologie et l'économie mondiale. Des invités déjà présents, hommes et femmes en tenue soignée, discutaient à voix basse autour d'un bar qui débordait de flûtes de champagne et de délicatesses gastronomiques. Julien y entra avec assurance, guidant Émilie vers un petit groupe. Aussitôt, des salutations respectueuses montèrent. Les visages s'illuminèrent. Elle comprit qu'elle n'assistait pas à un simple dîner, mais à une rencontre d'élite, peut-être une assemblée stratégique ou un conseil non officiel. Un homme, un investisseur chevronné au visage familier, s'approcha et tint à la saluer, l'appelant « Madame Laurent ». Émilie sentit son estomac se nouer. Elle se contenait, comprenant tout à fait son rôle moteur dans cette scène. Assise à une table, elle écouta Julien s'entretenir avec des acteurs influents du secteur. Elle suivait chaque mot, fascinée et inquiète. Il évoquait des alliances, des fuseaux horaires de marché à négocier, des compétitions de firmes rivales. Elle comprit que ces personnes n'étaient pas là pour célébrer, mais pour décider, planifier des mouvements d'influence à grande échelle. Un serveur offrit une dégustation de vin rare. Émilie, intimidée, accepta un verre. Le goût tenace du cep lui fit un léger effet vertigineux, reflet de l'ambiance presque théâtrale de la pièce.
Alors qu'elle s'efforçait de maintenir sa posture, le téléphone de Julien vibra, un son discret mais chargé de tension. Il s'éclipsa un instant. De retour, son visage était grave. « Émilie, il faut que tu sortes 1 minute », chuchota-t-il, tendant son poignet. Il glissa discrètement un petit boîtier rectangulaire dans sa main, un tracker GPS, dit-il avec un murmure rassurant, pour localiser sa voiture en cas de problème. « Romain te contactera bientôt », ajouta-t-il. Elle sentit le monde vaciller. Romain? Elle sentit son pouls monter. Était-il réellement en danger? Ou était-il un pion, lui aussi? La soirée continua. Les convives se dispersèrent dans des alcôves pour des discussions confidentielles. Julien ne revenait pas. Elle, coincée entre suspicion et confiance, ne savait plus où porter son regard. Puis le moment survint. Julien revint et l'invita à danser. Une musique douce remplit la pièce. Sous les lustres parés de cristaux, ils tournèrent lentement. Elle posait la tête contre son épaule, le cœur irrégulier, sentant toute la complexité de leur situation. Alors qu'elle pensait trouver un instant de répit, son portable vibra à nouveau. C'était Romain, mandataire, d'une voix étranglée. « Émilie, ils le savent. Ils savent qui je suis, qui tu es, et ils t'ont localisé. Trouve-le. Trouve Julien. Maintenant. » Elle sentit un tremblement gagner son corps. Elle chuchota à l'oreille de Julien. « C'est Romain. » Il ne bougea pas. Elle répéta plus fort, avec un mélange de peur et de colère. Puis ses yeux cherchèrent les siens. Un regard dur, sans émotion. Il ferma les yeux, inspira et murmura. « Ils savent. » Ils quittèrent le dîner sans un mot. Le trajet dans la voiture fut d'un silence presque oppressant. Julien fixait la route, le regard figé, tandis qu'Émilie luttait pour comprendre ce qui venait de se produire. Le nom de Romain résonnait encore dans son esprit. Comment était-il impliqué? Pourquoi Julien semblait-il si inquiet à cette seule mention? Arrivé à l'hôtel, Julien verrouilla la porte derrière eux, vérifia la fenêtre, éteignit les lumières et activa un petit boîtier posé dans sa valise. Une lumière verte s'alluma. Brouilleur de signal. Il se tourna vers elle. Enfin. « Dis-moi tout », exigea Émilie. Julien s'assit lentement, comme un homme qui portait un poids trop lourd depuis trop longtemps. Il lui raconta alors d'une voix calme mais fatiguée ce qu'il n'avait jamais dit à personne depuis qu'il avait disparu du monde des affaires. Valisis, leur société, avait été convoitée par un consortium international très influent. Lorsque Julien refusa un partenariat jugé trop dangereux, notamment à cause de soupçons d'espionnage industriel et de violation de souveraineté numérique, les menaces commencèrent. Des dossiers montés contre lui, des photos truquées, des accusations anonymes. Le piège classique, ternir sa réputation, isoler sa position et finalement l'évincer. « J'ai compris trop tard que certains de mes associés avaient été achetés, » murmura-t-il. Et l'un d'eux, c'était Romain. Émilie eut un frisson. « Il a été recruté pour m'approcher sous couverture à travers toi. Je n'ai compris qu'en découvrant qu'il avait été vu plusieurs fois à Genève, dans les bureaux d'un de nos concurrents. Il ne t'aimait pas, Émilie. Il t'a utilisé, parce qu'il savait que tu étais la seule personne avec qui j'avais été vulnérable. » Émilie vacilla. Elle s'assit, incapable de parler. « Le jour de votre mariage, je savais que quelque chose allait se produire, » poursuivit Julien. « Romain devait te quitter, te briser, pour que tu sois trop instable émotionnellement pour m'influencer ensuite. » Elle serra les poings. Les larmes montaient, mais elle refusait de les laisser couler. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Julien se leva. « Parce que je ne voulais pas te plonger dans cette guerre, parce que je ne savais pas si je pouvais encore te protéger, et parce que je ne savais pas si tu pourrais me croire. » Émilie se leva à son tour, ses yeux brûlants fixés dans les siens. « Et maintenant, tu penses quoi? Que nous sommes tous les deux pris dans une chose qui nous dépasse. Mais je ne suis plus seul. » Il lui tendit une clé USB. « Voici les preuves. Des enregistrements, des documents, des traces bancaires, et surtout, ce que Romain a réellement signé. » Elle prit la clé, la serra dans sa main. Un silence lourd s'installa. Puis elle dit, plus doucement, « Il m'a appelé. Il m'a dit que tu étais dangereux, que j'étais en danger avec toi. » Julien se figea. « Tu crois qu'il essaie encore de t'atteindre ?» Elle haussa les épaules. « Je crois qu'il essaie de survivre, comme toi. » Julien alla chercher un dossier. Il l'ouvrit devant elle. À l'intérieur, des photos d'Émilie prises à son insu. Dans la rue, au travail, à des moments anodins. Certaines dataient d'avant son mariage. Elle sentit sa gorge se nouer. « Tu étais surveillée, dit-il.
depuis longtemps. Elle ferma les yeux, prit une longue inspiration, puis avec une voix cassée mais décidée, « Alors on arrête de fuir, tu vas m'emmener chez toi, là où tout a commencé. » Julien la regarda, surpris. « À Nice ?» Elle hocha la tête. « Oui, je veux tout savoir, sans filtre. » Il la fixa un instant, puis acquiesça. « Alors prépare-toi. Demain, on rentre à la maison. » Le train longeait la Méditerranée sous un ciel éclatant, offrant à Émilie un paysage aussi magnifique qu'irréel. Julien, assis à côté d'elle, gardait les yeux fixés sur l'horizon silencieux. Il savait que ce voyage jusqu'à Nice n'était pas une simple escapade. C'était un retour aux sources, un dévoilement. Ils descendirent à la gare centrale. Une voiture noire sans plaque distinctive les attendait. Julien échangea un simple regard avec le chauffeur, puis ouvrit la portière pour Émilie. Le trajet fut rapide, mais la tension dans l'air rendait chaque minute plus longue. Ils traversèrent des quartiers résidentiels, montèrent des collines verdoyantes, jusqu'à atteindre une allée bordée de cyprès. Au bout, un grand portail métallique. Julien entra un code. Le portail s'ouvrit lentement, dévoilant une villa majestueuse au style méditerranéen, entourée de jardins fleuris. Le silence y régnait, interrompu seulement par le chant des cigales. Émilie descendit de la voiture, stupéfaite. La maison n'avait rien d'un repère de fugitif. Elle dégageait une élégance discrète, presque mélancolique. Ils entrèrent. Le hall était vaste, éclairé par la lumière naturelle filtrée à travers des vitraux colorés. Julien l'invita à le suivre. Il ouvrit la porte d'un bureau au fond du couloir. Là, le contraste était brutal. Murs tapissés de documents, photographies annotées, schémas, et au centre, un tableau liège couvert de fils rouges reliant des visages, des entreprises, des numéros de compte. Émilie s'approcha. « C'est quoi ça ?» Julien prit une inspiration. « C'est le cœur du réseau, les gens qui ont tenté de me faire tomber, ceux qui ont trahi Valisis. » Elle lut les noms, banquiers, avocats, membres de conseils d'administration. Et au centre, une photo de Romain. Elle sentit un froid l'envahir. Il travaillait avec eux depuis le début ? Pas officiellement. Mais j'ai trouvé des virements, des déplacements à Genève, des réunions secrètes. Il a été payé pour s'approcher de toi. Émilie chancela légèrement. Julien s'approcha, inquiet, mais elle leva la main. « Je vais bien, je veux juste comprendre. » Il sortit une clé USB de sa poche. Tout est là, les preuves, les accords illégaux, les tentatives de manipulation. Mais on ne peut pas les exposer sans préparation. Ils ont des avocats, des relais médiatiques. Si on agit mal, on sera discrédité. Émilie se redressa. « Alors il nous faut une stratégie. Tu ne peux pas faire ça seule. » Julien la fixa longuement. « Tu veux m'aider? Même après tout ça? Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils t'ont fait et ce qu'ils m'ont fait. » Il acquiesça. « Très bien. On va rassembler des alliés, des anciens de Valisis qui m'ont cru, des journalistes intègres. Et toi, tu seras au centre. » Elle écarquilla les yeux. « Moi? Tu es l'élément qu'ils ont sous-estimé, l'émotion qu'ils ont voulu exploiter. Tu seras leur erreur. » Dans le bureau, la lumière du soir projetait des ombres longues. Le passé de Julien s'étalait sur les murs, mais pour la première fois, Émilie ne s'y sentait pas étrangère. Elle était devenue une pièce maîtresse de ce puzzle dangereux, et elle n'avait plus peur. Le lendemain matin, un silence presque sacré régnait dans la villa. Émilie se réveilla tôt, guidée par une étrange sensation d'urgence. Julien, déjà levé, l'attendait dans le jardin, assis sous une tonnelle couverte de jasmin. Devant lui, des dossiers ouverts, un ordinateur portable allumé et plusieurs clés USB alignées comme des pièces d'un jeu dangereux. Elle s'assit sans un mot. Julien lui tendit un café, puis désigna les documents. « Voici ce que je ne t'ai jamais montré. » Pendant plus de 2 heures, ils parcoururent ensemble l'enfer administratif que Julien avait collecté. Échange de courriels entre investisseurs, montage de sociétés écrans, pressions illégales sur des conseils d'administration, manipulation de valeurs boursières, enregistrement audio de conversations compromettantes. C'était un réseau complexe, structuré, multinational, et Julien était la cible numéro 1 parce qu'il avait refusé de vendre Valisis à ses prédateurs. « Ce n'est plus une affaire de rivalité économique, dit-il. C'est une guerre d'influence, et maintenant tu en fais partie. » Émilie se sentit chancelée sous le poids de cette vérité, mais elle tint bon. Julien se leva, alla chercher une boîte forte dissimulée derrière une bibliothèque. Il en sortit un dossier noir, scellé par une bande rouge. Il l'ouvrit lentement, comme on ouvre une cicatrice.
À l'intérieur, des documents personnels, actes notariés, testaments, procurations. Et surtout, une lettre manuscrite signée de la main de Julien. Il la lui tendit. Je l'ai écrite le jour où j'ai décidé de disparaître. Émilie lut la lettre, bouleversée. Julien y expliquait son choix de s'effacer, sa peur de devenir un pion, son refus de sacrifier ses principes. Il y parlait aussi d'elle, brièvement mais avec une tendresse inouïe. Elle comprit qu'il l'aimait déjà, avant même qu'ils se rencontrent. Il avait vu ses photos, ses projets architecturaux liés à Valisis. Elle était entrée dans sa vie sans le savoir. Je t'ai protégé à distance dès que j'ai su qu'il te visait. Émilie, les larmes aux yeux, posa la lettre. Julien sortit alors son téléphone, ouvrit un ancien email et le lui montra. L'objet, plan d'action, affaiblir Laurent. L'expéditeur, un ancien collaborateur de Valisis, désormais proche d'un groupe concurrent. Le contenu était explicite. Un plan détaillé pour manipuler Julien émotionnellement en introduisant une variable instable, une femme, sélectionnée pour son profil affectif et son absence de lien direct avec le monde financier. Son nom y figurait, Émilie Duval. Le sol sembla se dérober sous elle. Tout, depuis le début, avait été orchestré. Sa rencontre avec Romain, leur relation, leur mariage avorté. Tout. Elle se leva brusquement, le regard perdu. Julien tenta de l'approcher, mais elle recula. « J'ai été un instrument, » murmura-t-elle. « Ils m'ont utilisé pour t'atteindre. Et toi, tu m'as aimé malgré ça ?»« Oui, » répondit-il simplement. « Parce que je t'ai vu résister. Parce que tu n'as jamais agi comme une marionnette. Tu es resté toi-même, même quand tout était falsifié. » Elle tremblait. Trop de vérité d'un coup. Trop de mensonges entremêlés à des fragments d'amour. Julien se pencha vers elle, sortit une enveloppe de sa veste. « Voici mes accès personnels. Compte, réseau interne, tout ce que je possède. Tu peux tout vérifier, tout annuler si tu veux. » Elle le regarda stupéfaite. « Je te fais confiance, » dit-il. Elle prit l'enveloppe, incapable de répondre. Ils passèrent la soirée dans un silence tendu. Mais une chose était claire, les masques étaient tombés, plus de secrets, plus de faux semblants. Et dans ce vide brutal laissé par la vérité, une seule question restait en suspens. Que ferait-elle maintenant? La nuit fut longue, agitée, peuplée de pensées contradictoires. Émilie ne dormait pas vraiment. Elle revoyait les visages, les mots, les lignes froides de ce courriel qui portait son nom comme une cible. Le matin venu, elle se leva tôt, sortit de la villa sans réveiller Julien et marcha jusqu'à une petite plage à quelques centaines de mètres. Là, face à la mer calme, elle prit une décision. De retour à la maison, elle annonça à Julien qu'elle partait pour quelques jours. Il ne protesta pas, se contentant d'acquiescer, respectueux. Il lui remit une copie des documents, une clé de sécurité, et la regarda s'éloigner sans chercher à la retenir. Ce geste, silencieux et digne, lui donna encore plus de force. À Lyon, Émilie s'installa dans un petit hôtel anonyme et entreprit une tâche précise, vérifier chaque preuve. Elle contacta un journaliste indépendant qu'elle connaissait, spécialisé dans les enquêtes économiques. Elle lui montra des fragments du dossier, sans révéler l'origine. L'homme fut aussitôt intéressé. « Ce que vous avez là peut faire tomber une dizaine de puissants, » dit-il. « Mais c'est dangereux. » Elle acquiesça. « Je sais. » Pendant 2 jours, elle suivit une piste parallèle. Romain. Elle fouilla ses anciens emails, ses comptes personnels, chercha à comprendre s'il restait des traces de vérité chez lui. Et elle trouva ce qu'elle cherchait, un échange entre lui et l'un des membres du conseil d'administration de Valisis, planifiant la rupture du mariage à une date précise. Le message était clair. Romain n'avait pas été contraint. Il avait obéi à une stratégie, et il avait été bien payé. Alors elle prit rendez-vous avec lui. Il accepta immédiatement, sans méfiance. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret en périphérie de Lyon. Émilie arriva en avance, plaça un petit enregistreur dans sa poche intérieure et attendit. Romain entra quelques minutes plus tard, vêtu d'un blouson de cuir, les traits tirés, l'air inquiet. « Tu as l'air bien », dit-il en s'asseyant. Elle le regarda sans répondre. « Je voulais t'expliquer », continua-t-il. « Ce n'était pas personnel. J'étais piégé. Tu étais payé, » répliqua-t-elle calmement. Romain s'immobilisa. « Tu veux quoi ?» demanda-t-il, la voix plus sèche. Émilie le fixa. « La vérité, toute la vérité. Et je veux l'entendre de ta bouche. » Il hésita puis commença à parler. D'abord avec prudence, puis avec de plus en plus de détails.
Comment il avait été approché? Comment on lui avait demandé de séduire une femme liée à Julien? Comment il avait été encouragé à construire une relation, puis à la briser au bon moment? Comment il avait même été briefé sur sa psychologie? Émilie n'interrompit pas. Elle enregistrait tout. Quand il eut fini, elle se leva. « Tu viens de signer ta fin de carrière, Romain. » Il comprit trop tard. Le soir même, elle remit l'enregistrement à son contact dans la presse, ainsi qu'une copie à un avocat spécialisé en droit des affaires. Puis, elle écrivit une lettre à Julien. Une lettre simple, courte. Elle lui disait qu'elle avait besoin de silence, de recul, qu'elle avait besoin de comprendre seule ce qu'elle voulait. Puis, elle s'éloigna de tout. Elle désactiva son téléphone, coupa ses réseaux sociaux et partit vivre quelque temps chez une amie à Marseille. Les jours passèrent. Julien ne la contacta pas. Pas un mot. Il respectait sa décision. Et chaque jour, Émilie se demandait si elle avait fait le bon choix. Le vent de Marseille portait une odeur de sel et de distance, comme si l'air lui-même aidait Émilie à respirer autrement. Les jours passaient sans heurts, rythmés par le silence, les promenades en bord de mer et les pensées qui la rattrapaient quand elle fermait les yeux. Julien n'avait pas cherché à la retrouver. Il ne lui avait pas écrit. Et c'était précisément ce qu'elle lui avait demandé. Mais elle savait qu'une décision restait encore suspendue. Romain avait parlé. Les preuves étaient entre les mains de la justice et de la presse. Le journaliste qu'elle avait contacté publia un premier article percutant. Le piège de Valisis, révélation sur les manœuvres financières derrière un empire technologique. Le nom de Julien n'y figurait pas. Celui de Romain, oui. L'effet fut immédiat. Romain fut convoqué par la police économique. Des perquisitions furent menées dans les locaux de 2 sociétés offshore. Les membres du conseil d'administration corrompus furent écartés. Émilie suivait tout de loin, recevant des messages codés de son avocat. Mais elle ne reprit pas contact avec Julien. Pas encore. Elle passait ses soirées à écrire. Pas un journal intime, mais un récit. Celui de cette histoire impossible, invraisemblable, vécue à travers la trahison, le hasard, l'amour et la peur. Elle voulait comprendre par les mots ce qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Un matin, alors qu'elle rentrait du marché, un agent de la poste l'interpella. « Madame Duval, un courrier recommandé pour vous. » Elle signa intriguée. L'enveloppe, blanche, ne portait aucun expéditeur. L'écriture sur le devant lui était familière. Elle monta les escaliers en courant, le cœur battant. À l'intérieur, une lettre, manuscrite. « Émilie, je ne sais pas si tu liras ces lignes. Et je ne sais pas si j'ai encore le droit d'attendre une réponse. Mais je voulais te dire que je n'ai jamais cessé de croire en toi. Même quand tu as disparu, même quand le silence est devenu ma seule compagnie, je savais que ton éloignement n'était pas un adieu. Tu as fait ce qu'aucune autre n'aurait eu la force de faire, me rendre à moi-même. Tu m'as aidé à affronter mes fantômes, même quand tu ne le savais pas. Tu m'as poussé à affronter le monde avec les preuves que tu as rassemblées, les décisions que tu as prises. Grâce à toi, Valisis n'a pas été détruite. Grâce à toi, les hommes qui ont cherché à me briser sont tombés. Mais je ne veux pas que tout cela soit le seul souvenir que nous ayons. Alors je te laisse ce choix, encore une fois. Si tu veux, le samedi 23, à 17h, je serai à l'endroit où tout aurait dû commencer. Pas pour fuir, pas pour me cacher, mais pour recommencer. À ma façon, à la nôtre. Il n'y aura pas de public, pas de décor, pas de témoins. Juste toi et moi. Et cette fois, aucun billet sur l'hôtel. J. Émilie resta figée plusieurs minutes, relisant chaque mot. 23. C'était dans 3 jours. Elle plia la lettre, la posa sur la table. Le samedi arriva. Elle prit le train très tôt. À Lyon, un taxi l'attendait. Elle ne posa pas de questions. Elle ne savait même pas si elle irait jusqu'au bout. Et pourtant, chaque kilomètre semblait la pousser vers une évidence. Le château de Saint-Romain apparaissait au loin, le même lieu que le jour de son presque mariage. Mais cette fois, pas de fleurs, pas de musique, pas de banc décoré. Juste un homme, debout, seul, Julien. Julien se tenait là, immobile, dans le même costume qu'il avait porté lors de leur dîner à Paris. Pas par vanité, mais par respect, comme s'il voulait marquer le contraste entre ce jour et celui qu'il n'avait jamais pu vivre. Le château derrière lui restait silencieux, endormi dans la lumière dorée de l'après-midi. Émilie descendit lentement de la voiture. Ses pas crissaient sur le gravier. Aucun mot ne fut échangé quand leurs regards se croisèrent.
Il y avait trop à dire, et pourtant rien à ajouter. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Tu es venu seul, dit-elle doucement. Je n'avais pas besoin de plus. » Elle hocha la tête puis regarda autour d'elle. Pas de décoration, pas de témoins. Le vent soufflait doucement, faisant frémir les feuilles d'un chêne à proximité. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en les rouvrant. « Parce que c'est ici que tout aurait pu mourir, et je veux que ce soit ici que tout recommence. » Il sortit lentement une petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit. À l'intérieur, 2 anneaux simples, en or blanc, sans pierre, sans inscription, juste le métal et la promesse. Ce ne sera pas un mariage, ce ne sera pas une répétition, ce sera juste nous, un engagement libre, sans pression, sans passé. Elle prit la boîte entre ses mains, la regarda longuement puis leva les yeux vers lui. « Est-ce que tu me demandes de t'épouser ?» Julien fit un pas en avant. « Non, je te demande de continuer, avec moi, pas à cause de ce qu'on a vécu, mais à cause de ce qu'on pourrait encore vivre. » Elle le regarda, les yeux brillants, et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Un sourire vrai, sans douleur, sans rancune. Elle prit un anneau, le glissa à son doigt, puis prit l'autre et le glissa à celui de Julien. Alors oui, continuons. Ils restèrent là dans ce jardin vide, comme 2 survivants d'une tempête que seuls pouvaient comprendre. Il n'y eut pas de baiser théâtral, pas d'embrassade larmoyante, juste une main glissée dans une autre, une certitude tranquille. Plus tard, ils s'assirent côte à côte sur une marche en pierre, les pieds nus dans l'herbe. Ils parlèrent doucement de projets, d'envies simples, de voyages sans itinéraire. Julien lui raconta qu'il allait quitter Valisis définitivement, que l'entreprise allait survivre mais sans lui. Il voulait autre chose. Il voulait construire avec elle. Émilie, de son côté, décida de reprendre l'architecture, mais à son rythme. Elle voulait dessiner des maisons qui respirent, des lieux vivants. Pas pour les autres, mais pour eux, pour les gens qui, comme elle, avaient besoin d'un point d'ancrage. Le soleil descendait lentement à l'horizon, enveloppant le château d'une lumière dorée. Et au milieu de cette lumière, 2 êtres abîmés par le monde mais encore debout, ensemble. Ils ne se promirent pas l'éternité, seulement le présent. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin.